Franchir le seuil du monde. Descendre et quitter peu à peu la lumière. Descendre et se laisser envelopper par l'obscurité. Descendre encore et s'éloigner de la surface, de son agitation et de son inconstance. En bas, dans le cœur de la montagne, chaque pas résonne. Chaque cliquetis de matériel brise le silence et nous rappelle que l'homme n'est ici que de passage, témoin du travail de l'eau sur la roche. Invité de ces habitants discrets, venus ici s'éloigner des menaces de la surface. Le massif a un cœur de pierre, un cœur sculpté par l'eau qui, goutte après goutte, dissout, déplace et dépose le calcaire. Lentement, continuellement, l'eau travaille son œuvre comme une artiste éternellement insatisfaite. Ici, dans l'ombre profonde du souterrain, le silence devient langage. Chaque stalactite, chaque ride de pierre, chaque cuvette creusée témoigne d'un temps que l'homme ne maîtrise pas. On est sur un massif karstique, c'est-à-dire un gros morceau de calcaire énorme qui fait plusieurs kilomètres carrés, dans lequel s'est fracturé, fissuré le rocher et dans lequel l'eau a pu pénétrer. Et en l'occurrence, là, on a les traces de la rivière extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un ancien réseau noyé du Gave de Pau, qu'on voit tout de suite le chenal de voûte qui montre vraiment l'entrée de la rivière souterraine. À l'époque, le Gave de Pau coulait 300-400 mètres plus haut et pénétrait sous terre et a complètement creusé la grotte au départ en noyant toutes les parties accessibles par l'eau et en agrandissant les volumes par érosion pendant des dizaines de milliers d'années. La grotte s'est creusée et s'est plus ou moins vidée. Il a pu se former ce qu'on appelle des concrétions. Donc c'est tout ce qui est formation souterraine de stalactites, de stalagmites. Donc c'est des cristaux de roche. Qui dit stalactite dit stalagmite, et qui peut dire même à certains endroits colonne. Voilà, là en plus aujourd'hui on voit bien l'écoulement de l'eau qui passe dans ce qu'on appelle le karst, donc l'épikarste par les fissures où l'eau s'infiltre et peut déposer cette roche au fil des années et fait grandir et même a une tendance à fermer la grotte. Voilà, on trouve aussi des gours, ça c'est les formations des flaques qu'on a aujourd'hui grâce aux ondes et le calcaire qui est dissous dans l'eau, qui en tapant les bords des parois crée ces petites cannelures, voilà, qui sont aussi des concrétions et qui sont aussi de la calcite. Effectivement, le milieu souterrain, c'est un milieu qui est plutôt stable. Tout ce milieu, il s'est créé au fil de millions d'années et qu'une stalactite, une stalagmite, une galerie, une salle, ça met beaucoup de temps à se creuser et que ce patrimoine, il faut le protéger. Et donc, dans notre conduite, il faut être vigilant à pas mettre ses mains partout et notamment, des fois, on peut être curieux. Le premier réflexe souvent qu'ont les gens, c'est d'aller toucher la petite goutte d'eau au bout de la stalactite où il y a ces petits cristaux. Une stalactite, c'est creux au milieu et c'est très fragile et quand on va toucher avec son doigt, on peut abîmer, on peut boucher. Donc il faut être vraiment très vigilant et protéger ce milieu pour qu'on puisse encore le faire découvrir et pouvoir aussi l'étudier au fil des années. Dans ces lieux qui n'ont jamais connu le jour, le halo des lampes frontales révèle au regard ce monde impossible à embrasser dans sa totalité. Tant de recoins cachés, tant d'ombres, tant d'inaccessibles, tant d'inconnus. Les murs ici suintent la mémoire d'un temps révolu. Ils racontent la formation de ces grottes, du vivant qui le peuple, les explorations et les passages oubliés, les chutes de roches et les chemins qui parfois ne mènent nulle part. Et puis soudain, au détour d'un couloir étroit, le vide. Une salle immense s'ouvre sous nos pieds, un trou noir creusé par des millénaires d'infiltration. Suspendus aux cordes comme des araignées à leur toile, comme tenus entre deux mondes par ce lien fragile, se révèlent à notre imaginaire l'étendue de notre ignorance. Accepter l'inconnu, l'invisible, accepter de ressentir l'humidité sur la peau, la fraîcheur ambiante, accepter de se laisser surprendre jusqu'à percevoir les odeurs du minéral. C'est alors
une fois tous les sens éveillés, que le vivant, bien que discret, apparaît lui aussi dans ce milieu d'apparence inhospitalier. Ce qu'on trouve à l'intérieur d'une cavité, comme ici, c'est forcément lié à ce qu'il y a à la surface. Déjà parce que la base du cycle de la matière dans une grotte, c'est quand même ce qui a été synthétisé par les végétaux. Donc les racines d'arbres, les feuilles, les graines, les bouts de bois morts qui tombent. Alors les vrais cavernicoles, qu'on appelle les troglobies, ils parcourent les fissures de la montagne. Ils sont sous nos pieds en fait tout le temps. Et la chance qu'on peut avoir de les rencontrer, c'est uniquement dans les grottes. C'est le seul endroit où on peut nous rentrer et venir au plus près d'elles. Des fois, on peut avoir la chance de les rencontrer aussi en soulevant des très grosses pierres. Mais la plupart du temps, ces bêtes-là sont complètement invisibles. Mais parfois, en tout cas dans les premiers mètres du sol, il y a une très grande abondance. En termes de biomasse, c'est énorme. Certains parlent de même un tiers de la masse de la biodiversité qui est sous le niveau du sol. Les espèces sont rares, donc on en voit peu déjà. Ici, sur la réserve ou à l'échelle des Pyrénées, on découvre tous les ans des nouvelles espèces et il y a très très peu de données, en tout cas entomologiques, à l'échelle de l'ensemble du massif. Ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de découvertes à faire et cette quête, cette connaissance, elle anime les entomologistes, en tout cas, et les scientifiques de tous bords, depuis plus de 2 siècles. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que certaines espèces qui sont en lien avec le milieu extérieur, notamment des prédateurs, des grands prédateurs comme les chiroptères qui dépendent des insectes, qui eux-mêmes sont menacés dans le milieu extérieur, ces espèces elles sont sensibles, elles peuvent fluctuer et elles sont plutôt dans des dynamiques de menaces comme une grosse part de la biodiversité. Par contre, c'est assez intéressant, c'est plaisant d'affirmer aussi que les petits arthropodes des cavernes qui vivent au plus profond des failles de la Terre, ce que nos prédécesseurs ont pu observer il y a 2 siècles, on peut l'observer encore aujourd'hui dans les mêmes proportions. C'est probablement un des pans de la biodiversité qui a le moins été impacté par l'activité humaine. Et on peut même affirmer qu'ils nous survivront, et après l'homme, parce qu'il y aura un après l'homme, il y aura toujours des coléoptères et des arthropodes cavernicoles. On a un petit drame de la nature qui s'est passé. Ce moustique, il est venu dans la grotte, sans doute attiré par l'humidité et la fraîcheur. Il y est mort. Il s'est fait complètement digérer par un champignon. Il a fructifié tout à la surface de son corps. Ça va être vraiment une ressource très intéressante pour d'autres organismes. Là, on a une méta, ça fait partie de ce groupe d'araignées qu'on trouve assez fréquemment dans les caves et dans les zones obscures. Elle n'est pas là pour rien, elle habite l'entrée de la cavité parce qu'elle profite en fait des entrées-sorties d'autres arthropodes. C'est un grand prédateur, l'araignée. Et voilà, donc si on les trouve à l'entrée, c'est qu'il y a forcément quelque chose à manger. Et elle est vraiment le témoin de la vie qui rentre et qui sort à l'intérieur des cavités. Communes les unes aux autres par bien des aspects, elles révèlent chacune un patrimoine ancien, unique et fragile. Sous terre, c'est l'inconnu qui force le respect. L'ancienneté des formations rocheuses, les indices préhistoriques, les espèces endémiques et uniques, tout ce que notre regard peut distinguer nous appelle aux plus délicates attentions. Ce qui se passe sous terre reste pour des siècles, sinon des milliers d'années. Conserver ce patrimoine est donc ici plus qu'ailleurs une nécessité. Alors nous, à Gendre Réserve, on va sous terre parce qu'on a la chance d'avoir un territoire sur lequel il y a près de 1000 cavités, grottes ou gouffres. Le milieu cavernicole est quelque chose d'assez unique, sur lequel on a repéré un grand besoin en connaissances. On a plusieurs actions. Une première qui est d'évaluation de l'état de conservation, qui nous amène à caractériser le fonctionnement thermique de la cavité à travers la pose de capteurs de température, de capteurs d'humidité. On a d'autres actions qui sont de suivi climatique. Dans le cadre du réchauffement climatique, on ne connaît pas la sensibilité du milieu cavernicole au réchauffement climatique. On ne peut pas aller dans toutes les cavités.
c'est pas possible. Du coup, on a sélectionné une trentaine de cavités que l'on a étudiées sur du temps long. On va mesurer la richesse en biodiversité, on va mesurer la richesse en spéléothème, on va aller mesurer son fonctionnement et sa température, et on va y passer tous les 5 ans. Et c'est année après année en fait, que l'on cherche à mesurer l'évolution de ce milieu souterrain. Nous, en tant qu'agent de réserve, on n'est pas expert dans tous les domaines de la science et on vient en tant que collecteur d'informations, et une partie des choses que l'on observe, on les transmet à des scientifiques. Sur la réserve, on a différentes grottes qui vivent ou qui sont visitées de façon très différente. On a les grottes de Bétaram qui sont extrêmement fréquentées, aménagées, etc. On a des grottes qui sont très utilisées par les spéléos loisirs ou même avec des professionnels qui amènent les groupes régulièrement. Dans le cadre des actions de la réserve, on a fait le choix d'ouvrir toutes nos actions aux spéléologues à travers le comité départemental. On a des grottes qui sont très fréquentées et nous, en tant que réserve, on surveille l'évolution de ces grottes au regard de leur fréquentation. Donc c'est à la fois arriver à quantifier, à mesurer la fréquentation et regarder quels impacts ça peut avoir ou comment ça évolue et si ça évolue. Signée par d'impénétrables fissures, chaos de blocs ou murailles, la progression des hommes prend fin, tandis que l'imaginaire continue son exploration vers le fond. La surface nous rappelle. Il faut remonter, arpenter ce dédale de salles, remonter ces puits et couloirs, jusqu'à enfin apercevoir la lumière du jour. Diffusée à travers l'entrée, elle marque ce point de passage faisant basculer d'un monde à l'autre. Je remarque, une fois remonté, les indices de surface de ce monde caché sous nos pieds. Dolines, lapias, entrées discrètes ou gouffres immenses témoignent du travail de l'eau sur la roche, qui avant de sculpter sous terre, fait son chemin ici, à la surface. Ce sont près de 1000 grottes qui ont été découvertes par les spéléologues sur le massif du Pibes Taouyet, un espace naturel protégé qui cache encore bien des secrets.